La comparaison sexuelle, 4 raisons à connaître. Il n'y a pas beaucoup plus douloureux, dans une vie amoureuse notamment, que d'être comparé sexuellement, c'est-à-dire quand notre partenaire, de façon implicite ou des fois même explicite, nous dit que nous sommes moins bien, qu'il a passé un moins bon moment, que nous avons fait une moins bonne performance, que c'était moins bien globalement qu'avec tel, ou que ça pourrait être mieux avec tel ou tel. Je suis Charles Le Goff, astrologue, thérapeute, coach, et sur cette chaîne, je vous propose des vidéos qui explorent en profondeur des sujets sensibles à partir de mon expertise de l'astrologie et des sciences humaines. Premièrement, quel est le sens général de faire cette comparaison sexuelle d'une personne ? On comprend bien qu'il n'y a pas deux personnes identiques, et même si la sexualité de façon générale a certains points communs dans l'espèce humaine, eh bien une sexualité vécue pleinement va exprimer une émotionnalité unique, une personnalité unique, et même un corps unique, qui fait qu'effectivement, il n'y aura pas deux expériences comparables en termes de vécu, en termes de sensations, en termes de qu'est-ce qui va être échangé, comment ça va être échangé, quels sont les mots, les bruits, tout ce que vous voulez qui va être échangé. Mais la personne qui fait cette comparaison, fondamentalement, exprime une insatisfaction dans la relation, c'est-à-dire elle exprime que ce qui est échangé dans la relation ne lui correspond pas. La première raison possible, eh bien, c'est que vous êtes mis dans une relation pour une mauvaise raison. Il y a beaucoup de mauvaises raisons de se mettre dans une relation et elles sont extraordinairement courantes. Les mauvaises raisons pour se mettre en relation, eh bien, c'est qu'on a une attraction pour l'autre, on ne sait pas trop ce qu'est cette attraction, très possiblement elle est de l'ordre d'un élan biologique ou d'un vide intérieur, d'une compensation de quelque chose de notre enfance, d'une solitude qui nous pousse vers l'autre, et tout cela génère une certaine alchimie biologique, hormonale, éventuellement aussi psychique, et on est donc attiré vers l'autre, on a envie de l'autre, l'autre nous manque, on fantasme sur un futur qu'on pourrait créer ou sur des moments qu'on pourrait vivre avec cette personne. Ceci est une raison extraordinairement courante et elle est extraordinairement mauvaise puisqu'elle est complètement aléatoire. Il se peut que, une fois que ce vide soit comblé, une fois que les effets biologiques soient passés, généralement au bout de quelques semaines, mois ou années, eh bien cette personne ne nous intéresse plus tellement. Et alors on se met à rêver à d'autres personnes qui provoqueraient une nouvelle alchimie. D'autres mauvaises raisons possibles pour lesquelles on peut se retrouver dans une relation, eh bien ça peut être, là encore, pour être avec une femme dont on a rêvé. Nous avons un rêve inconscient de tel type de belle femme, ou une femme a le rêve inconscient ou conscient d'avoir un tel train de vie, de faire tant de voyages, d'avoir tant de vacances, d'avoir telle taille de maison, d'être avec un homme qui a tel succès, qui la valorise dans son image de soi déficiente. Les mauvaises raisons peuvent même aller jusqu'à l'ennui. Une personne a une vie relativement ennuyeuse, elle ne sait pas trop aimer, elle n'aime pas vraiment qui que ce soit, mais elle s'ennuie, donc elle va se mettre avec quelqu'un, et tôt ou tard, elle se prendra à se demander pourquoi c'était cette personne plutôt qu'une autre. Les bonnes raisons de se mettre en relation existent, elles sont plus rares, et souvent elles demandent une grande maturité qu'on n'a certainement pas à 20, 30 ou même 40 ans, puisque souvent on rentre dans l'une des mauvaises raisons, un instinct, un manque, un besoin qu'on a envie de combler. Les bonnes raisons sont déjà de l'ordre d'une bonne compatibilité. Quand on est avec la personne, on se sent bien, on se sent épanoui. Cette personne nous aide à nous réaliser spirituellement, elle nous aide à réaliser notre mission spirituelle, et au fil du temps, cette relation s'améliore, cette relation nous aide à grandir, et cette relation fleurit. Dans les vraies raisons qu'il y a de se mettre avec quelqu'un, eh bien, il y a aussi celle de connaître réellement la personne, c'est-à-dire d'avoir passé beaucoup de temps avec elle, peut-être une année, peut-être 2 ans, idéalement même plus, et bien que connaissant ses défauts, on a toujours cette envie profonde et réelle de contribuer au bonheur de la personne, et même à sacrifier certaines choses de notre confort, certaines choses de notre personnalité humaine, certains de nos défauts, pour que cette personne soit plus heureuse. Deuxième raison pour cette comparaison, qui est quand même une forme d'infidélité, même si c'est pas majeur, c'est tout de même fortement blessant, il y a cette imagination, il y a cette communication. Eh bien la deuxième raison, c'est que une partie significative de la population, à un moment donné de son évolution, à un moment donné de sa biographie, dans sa configuration, n'a simplement pas la capacité d'être monogame, et donc exprime sa lassitude, son ennui, son incapacité, via cette comparaison. J'ai vu dans les nombreux cas que j'ai étudiés, dans les nombreux clients et les histoires qu'ils m'ont racontées, que très souvent, il y a des partenaires ou il y a des personnes
qui sont trop blessés, en fait, pour vivre tout le défi que représente une relation réellement monogame. Une relation monogame, ça veut dire d'explorer ensemble notre inconscient, nos ombres, de dépasser tout ça, de dépasser les conflits, de dépasser nos pardons, d'aller voir dans des choses qui font horriblement peur, dans des choses qui font horriblement mal. Et simplement, certains n'ont pas le courage, la force, la disponibilité, la maturité, les capacités spirituelles pour faire ça à un moment donné. Si on en croit les statistiques, beaucoup de personnes sont infidèles, un peu moins dans les relations de mariage que dans les relations libres, mais la proportion est élevée, entre un quart et la moitié des personnes, qui donc à un moment donné expriment d'une façon réelle qu'elles ne souhaitent pas d'une relation monogame. Face à ces personnes, ou si vous êtes dans ce cas de figure, il est important de le reconnaître, de le voir, de le dire, de le communiquer, et dans ce cas-là, de ne pas entrer, de ne pas prétendre entrer dans une relation monogame, car vous allez créer des dégâts. Il y a des personnes, je pense notamment, principalement, enfin dans l'ordre, le signe du Gémeaux, ensuite le signe du Taureau, troisièmement ce serait la Balance, quatrièmement ce serait le Sagittaire, qui sont ceux qui expriment le plus de besoin de renouvellement au niveau de leur âme. Ça peut être les 12 signes, mais ceux-là ont un peu plus ça karmiquement de présent. Donc des personnes qui peut-être dans d'autres vies n'ont pas eu de vie amoureuse, se sont peut-être restées enfermées dans des monastères ou dans des vœux de telle ou telle religion et ont besoin par l'échange de se renouveler, de se redécouvrir et être pendant 30, 40, 50 ans avec la même personne est quelque chose qui ne correspond pas à leurs besoins psychiques. C'est un cas de figure donc extrêmement courant qu'il faut savoir reconnaître chez son partenaire ou qu'il faut savoir reconnaître chez soi pour ne pas causer de dégâts ou s'engager dans des relations qui forcément à un moment ne vont pas être symétriques dans la mesure où l'un des deux va faire un travail pour faire fonctionner la relation parce qu'il regardera comment se transformer lui tandis qu'un autre sera déjà ailleurs pour trouver des solutions. En disant ça, on pourrait penser que ce sujet m'indiffère, mais ça n'est pas du tout le cas. Je pense que si on en est capable, et si ça correspond à notre profil karmique, il est bon de limiter le nombre de partenaires sexuels qu'on a dans une vie, parce qu'à chaque fois, c'est un très long temps d'intégration qui demande beaucoup de travail spirituel, qui demande beaucoup d'énergie spirituelle, si on veut vraiment se mettre avec une nouvelle personne et ensuite être vraiment présent pour la relation sans que vienne interférer tout ce qu'on a vécu avec un tel ou une telle. Donc je recommande plutôt la limitation du nombre de partenaires sexuels, si on peut, mais par expérience et par réalisme, je vois bien que certaines personnes ont besoin d'autre chose, et que, par ailleurs, dans d'autres sociétés qui ont existé par le passé, il y a eu des formes de polygamie, il y a eu des formes de non-engagement, et que donc cette chose aussi existe dans la nature, et même si de façon générale ce n'est pas ce que je recommande, je constate que certaines personnes ne peuvent pas faire autrement, et que dans une certaine mesure, elles en ont besoin. Mais inversement, si vous avez la grâce ou la capacité de vivre une relation de type monogame, mariage à long terme, qui va justement vous faire puiser dans vos réserves spirituelles, qui va vous obliger à aller regarder plus profondément qui vous êtes, où vous n'allez pas lâcher, où vous allez vraiment aller au bout des problèmes, les résoudre, et là vous allez être confronté de façon extrêmement précise à toutes vos ombres, eh bien c'est un grand cadeau qui non seulement va vous aider spirituellement, mais aussi va améliorer votre santé, qui va améliorer votre réussite professionnelle, qui va améliorer votre bonheur. Donc c'est pas une petite chose si on a la capacité de vivre ça. Troisièmement, la comparaison sexuelle peut venir d'une situation de crise du couple. Cette crise peut être une crise naturelle, entre guillemets, par usure, c'est-à-dire que chaque couple a un certain potentiel d'attraction biologique, un certain potentiel d'harmonie astrologique, un certain potentiel karmique également, et au bout d'un moment, ce potentiel va décroissant s'il n'est pas renouvelé. Donc ça peut être simplement le signe qu'il n'y a pas eu assez de travail, de renouvellement de la qualité de la relation, d'efforts faits, de compréhension, de mise en lumière des conflits, de résolution des conflits, et que donc, eh bien, par une dégradation naturelle, on arrive à un moment, en fait, d'éloignement des partenaires. Là encore, c'est un scénario extraordinairement courant, et tristement d'ailleurs, puisque chez beaucoup de personnes, il y a cette croyance que l'amour, ça devrait être quelque chose qui jaillit spontanément du cœur, un petit peu comme l'eau du robinet qu'on ouvre et puis ça coule,
Alors que la réalité psychologique nous dit que effectivement, c'est un chemin, c'est une aventure qu'on vit ensemble, et puis c'est une aventure qui a des hauts, qui a des bas, et puis c'est un petit peu comme une maison finalement dont il faut renouveler le toit, dont il faut renouveler les murs. Ce n'est pas quelque chose qui serait comme ça donné éternellement et gratuitement. Il y a donc dans chaque relation ce potentiel poétique, énergétique, astrologique, instinctif, qui des fois peut même durer plusieurs années, mais la réalité c'est qu'il finit toujours par s'épuiser si on ne le renouvelle pas. Et quand ce potentiel s'épuise, eh bien ce qui nous reste, c'est ce qu'on se raconte sur l'autre. Quel est le roman que j'associe à notre histoire? Quelle est la trame que j'associe à notre relation? Comment je définis l'autre? Eh bien là, tout ça, c'est un travail conscient, comme quand on travaille sur l'estime de soi, on pourrait parler de l'estime du couple. Comment je travaille sur l'estime de mon couple? Comment je raconte ce qui s'est passé? Comment je transforme les moments difficiles? Comment je transforme les épreuves terribles en choses qui ont du sens, en choses qui nous projettent vers l'avenir? Ou bien au contraire, comment je reste dans les conflits? Comment je m'enlise? Comment l'autre devient mon ennemi? Comment l'autre devient de plus en plus celui à cause de qui je suis malheureux, celui à cause de qui je ne peux pas m'épanouir, celui qui m'empêche de faire ce que je voudrais faire? Et on trouve ça de façon terrible dans des couples qui restent ensemble des fois longtemps ou qui divorcent de façon aussi horrible pendant des années. Cette narration du couple, puisque l'être humain est issu du Verbe, de la sagesse de Dieu, mais aussi de l'histoire, on pourrait dire que toute la vie est une grande histoire, il faut s'approprier son histoire de couple et il faut la travailler ensemble, il faut lui donner du sens, et il faut donner du sens aussi à la personnalité de l'autre. Il y a l'estime de soi, puis il y a l'estime de l'autre dans le couple qui est très importante, et si du fait des conflits on finit par accuser l'autre de toutes les choses, évidemment cet élan poétique vers l'autre qui finalement fait une grande partie de la trame de la relation sexuelle, c'est-à-dire que c'est la magie qu'on associe à l'autre, l'attraction mystérieuse qui est finalement l'attraction érotique. Arrive toujours donc dans le couple un moment où il y a un conflit majeur qui pour chacun des participants est en fait un problème intérieur qu'il va projeter dans la relation pour le conscientiser. Explorer sa vulnérabilité, explorer sa force, explorer sa puissance matérielle dans le monde. Il y a beaucoup de sujets en fait qui sont extraordinairement difficiles et que l'autre va souligner, que l'autre va nous montrer. Souvent, une grande partie de ce que nous dit l'autre a un fond de vérité. Ce fond peut être largement exagéré, largement déformé, exprimé d'une façon exécrable, mais il y a quand même souvent environ la moitié, même des commentaires les plus terribles dans une relation, qui ont de la vérité. Et donc là, ça demande un courage incroyable pour rester dans la relation, pour affronter ses démons et grandir ensemble. Et c'est à ce prix que l'autre ne reste pas notre adversaire, mais qu'on peut grandir ensemble et voir l'autre dans cette poésie, dans cette magie, dans cette excitation érotique. Enfin, le quatrième point, qui est un petit peu moins courant, mais qui arrive aussi, c'est que l'un des partenaires est un vrai blocage sexuel. Une personne anorgasmique, une personne frigide, une personne qui n'a pas la capacité d'avoir des relations sexuelles ou de façon extrêmement peu fréquente, ou qui se sent extrêmement mal dans les relations sexuelles, sont des cas de figure qui arrivent. Ça peut être une personne qui a été abusée de façon répétée, ou même une fois, mais d'une façon vraiment traumatique. Ça peut être une personne qui est extraordinairement traumatisée dans son masculin ou dans son féminin, et qui veut tenir le masculin à l'extérieur, ou qui ne veut pas rentrer dans son féminin. C'est des choses aussi qui arrivent. Voir la vidéo précédente, j'ai parlé un petit peu de certaines composantes de ce masculin et de ce féminin. Enfin, ça peut être aussi des fois une personne vraiment malade et dont le corps ne permet pas vraiment des relations sexuelles normales. Des fois d'ailleurs, ce blocage du masculin ou du féminin, ou cette peur, cette terreur même de l'intimité peut mener à la polygamie, en ce sens que la personne ne veut pas toujours approfondir une relation avec une personne qui la ferait rentrer dans une vulnérabilité, qui la mettrait à nu avec sa honte, et on revient au thème notamment du narcissique. Mais si l'on suppose que les deux personnes ont un amour véritable, c'est-à-dire un amour qui veut le bien de l'autre, un amour qui cherche à se dépasser pour l'autre, un amour qui est prêt à faire des sacrifices pour l'autre, eh bien dans ce cas-là, si l'amour des deux partenaires est véritable, l'un va devoir faire preuve d'une patience réellement angélique, tandis que l'autre va devoir faire preuve d'un courage angélique, d'aller vraiment affronter ses peurs, d'aller affronter ses limitations. Et donc il va s'agir d'un véritable combat spirituel extraordinairement violent entre les passions de celui qui doit attendre et le courage que doit trouver celui qui vraiment n'a aucune envie d'aller voir les choses réellement sombres, réellement terribles, qui font que son énergie sexuelle est bloquée.
Pour finir, j'aimerais dire, faites vraiment attention à ne pas donc utiliser la comparaison sexuelle, c'est quelque chose d'extraordinairement blessant. Pour une femme, bien sûr. Pour un homme, c'est vraiment lié à son identité, quelque part l'orgueil masculin, même si c'est quelque chose d'un petit peu égotique, d'un petit peu lié aux instincts, eh bien ça va être extraordinairement douloureux pour un homme s'il se sent rejeté dans ce domaine-là, qui définit bien sûr une partie importante de sa masculinité. La masculinité vraie, la masculinité profonde est au-delà de ce que peut dire ou faire une personne, mais dans la réalité psychique que nous sommes, ce sont des choses extraordinairement blessantes. Donc, si vous vous trouvez dans une relation où ces choses se répètent, c'est que vous êtes dans une relation qui est réellement toxique. Posez-vous les bonnes questions. Certaines de ces questions sont suggérées dans cette vidéo, notamment qu'est-ce qui vous a poussé dans cette relation? Est-ce que réellement vous êtes là par volonté de faire le bien, par volonté de vous rendre utile, par volonté de rendre la personne heureuse? Ou est-ce que plutôt vous êtes mis dans cette relation un petit peu bizarre, un petit peu déséquilibrée, un petit peu malsaine, parce qu'il y avait quelque chose de vide en vous? Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à prendre rendez-vous aussi pour des consultations sur les thèmes d'astrologie, de compatibilité. Je fais des thèmes de compatibilité, de synastrie, de couple, dans lesquels justement on peut étudier énormément de paramètres de compatibilité en termes de communication, en termes de personnalité, en termes de magie, en termes d'objectifs, en termes d'organisation de la journée, etc., etc. La chaîne grandit à grande vitesse et je vous en remercie. Je vous dis aussi à bientôt pour d'autres vidéos.